Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Voilà, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous voyez Elisabeth? Ce qui est le plus important, les autres on s'en fout, mais le plus important c'est Elisabeth. Donc, bienvenue sur ce webinaire qui est consacré à la péritonite infectieuse féline. Ça nous paraissait important de faire un point sur à la fois le diagnostic, les traitements, les croyances. Comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les forums d'éleveurs, avec des choses plus ou moins légales, plus ou moins qui marchent pas. Donc, en partenariat avec France Prep et le CHV de Frégis, et notamment avec Elisabeth Robin, qui est spécialiste en médecine interne à Frégis, le service achat et la direction médicale vous proposent ce webinaire consacré à la PIF. Donc vous êtes particulièrement nombreux à vous être inscrits. Il y avait plus de 116 inscrits. Donc je vois que le nombre de participants augmente progressivement. Donc je ne vais pas faire trop long sur cette introduction. Je vais juste vous demander de bien vérifier que votre micro est coupé. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et je les reporterai à l'oral à Elisabeth en fin de présentation, une fois que on aura tout déroulé la présentation. Voilà, en tout cas, je remercie et France Prep et Elisabeth d'avoir organisé cette présentation. Et Elisabeth, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse, discuter du coup de cette présentation. Yep. Alors, donc normalement, dites-moi si c'est correct, mais normalement vous devez pouvoir voir ma diapositive. Donc, comme l'a dit Sébastien, on va parler de la péritonite infectieuse féline. Donc, reprendre quelques points du diagnostic qui parfois nous posent toujours des questions, parce qu'il y a toujours des nouveautés diagnostiques, et faire un point plus important sur le traitement, puisqu'effectivement on a la chance d'avoir ce partenariat avec France Prep. Alors, donc, quelle est la problématique pour notamment cette année, hein, on l'a dit, les nouveautés thérapeutiques qui sont sorties en fin d'année dernière, mais aussi des points qu'on connaissait déjà sur cette maladie, qu'elle a une présentation très plurielle qui rend son diagnostic difficile et effectivement qu'on veut à tout prix éviter ce taux de mortalité élevé qu'on connaissait jusqu'alors. Donc les objectifs, vous les connaissez, hein, on va faire le point sur le diagnostic et effectivement, plus particulièrement sur le traitement, hein, donc avec le GS 44 15 24. Donc, quelques petits points d'introduction, ça va être très rapide, on va pas refaire un cours de virologie heureusement. Mais donc pour se souvenir que le virus de la PIF, c'est un coronavirus, donc un virus à ARN simple brun qui a enveloppé, qui fait qu'il est assez résistant dans l'environnement, qui est très courant chez le chat. Dans certaines études notamment, qui ont été, publiées en tout cas, présentées dans les congrès européens, on sait que c'est un virus qui circule extrêmement, en Europe et donc parfois effectivement dans certaines chatteries, on avait 100 de chats reproducteurs qui étaient porteurs du coronavirus, sous sa forme entérique. Le plus souvent donc, l'infection se fait par le tube digestif, et va être auto-limitante, limitée aux entérocytes. C'est un virus, donc on l'a dit, qui est extrêmement contagieux et la problématique pour nous, c'est que, bien sûr, tous les chats infectés ne vont pas développer la PIF, mais il va être difficile de prédire lesquels. Ce qu'on estime, c'est qu'un chat sur 5, 1 à 5 pour cent des chats infectés par le coronavirus vont avoir la mutation du virus dans leur organisme et parmi ces chats, autour de 10 vont développer des symptômes de la PIF. Donc heureusement, ça reste un petit nombre de chats. Malgré tout, ça reste une maladie très fréquente, dans nos populations de chats. Donc qu'est-ce qui fait que ce virus, effectivement, va pouvoir donner les symptômes de la PIF? Donc ça, c'est assez étudié, on ne sait pas encore tout, mais pour que ce coronavirus qui donne normalement des troubles digestifs arrive à aboutir à des symptômes de PIF, on va avoir une mutation. On suspecte que cette mutation survient dans des gènes clés qui permet que ce virus quitte le tube digestif et notamment ait un tropisme particulier pour des cellules qui circulent facilement dans l'organisme, les monocytes notamment. Ce qui va aussi participer, aux symptômes de la PIF, c'est que l'immunité cellulaire contre ce virus va pas être très bonne et va favoriser la circulation de ce virus et aboutir à des formes disséminées.
Cette problématique autour de la PIF, c'est surtout son diagnostic. On sait qu'il faut combiner un peu des pièces de puzzle et notamment, on va déjà utiliser le signalement du chat. On sait qu'il y a certains facteurs de risque qui fait que des chats sont plus à risque. Les chats jeunes, on le voit souvent, c'est des chats de moins de 2 ans. Le chat mâle peut-être est plus à risque. Des chats qui ont eu un contact en collectivité, que ce soit en refuge ou, on l'a dit, en élevage, et un stress récent, que ce soit l'adoption, la stérilisation, la vaccination. Parfois, on voit ces chats-là quelques semaines après un événement qui peut être stressant. On va combiner à ce signalement compatible des signes cliniques compatibles qu'on va revoir juste après et bien sûr des tests diagnostiques. Alors le test de diagnostic de certitude, c'est l'immunohistochimie. Donc on va trouver dans une lésion la présence du virus au sein de cette lésion. Ça malheureusement, ça peut être compliqué. On ne va pas biopsier tous nos chats chirurgicalement pour avoir de l'histologie. Et donc souvent on passe par des moyens détournés que vous avez l'habitude d'utiliser, notamment avec les RT-PCR. Donc on se plonge directement dans le sujet avec un petit chat qui va avoir effectivement cette forme humide. Qu'est-ce qui lui arrive? Lui justement, c'est vraiment un cas qu'on voit en consultation, une visite vaccinale il y a 15 jours, s'ensuit une fièvre. Alors au début, on pense que c'est peut-être une fièvre secondaire à la vaccination. Néanmoins, elle persiste et du jour au lendemain, la propriétaire est frappée de voir son chat avec un gros ventre. C'est un chat jeune, vous voyez, 19 mois. Alors certes, il est costaud, mais il avait quand même un bel abdomen levreté et là, la propriétaire voit que les flancs ne sont plus creusés. C'est ce qui l'amène à consulter vraiment sur ce signe apparu en 24 heures selon elle. Le chat reste quand même avec un bon état général. Et effectivement, on confirme une fièvre qui persiste encore à 39,9 et effectivement un abdomen assez distendu avec un signe du flot positif. Donc ça, c'est vraiment une situation où on a quand même pas mal d'indices, hein. Ce stress récent, l'hyperthermie, l'abdomen distendu, qu'est-ce qu'on fait? On veut confirmer ce qui se passe dans l'abdomen. Donc vous voyez, on prend notre échographe pas très belle qualité, mais qui nous aide bien. Oui, on voit, vous voyez avec cette flèche rouge, on a de l'épanchement en avant de la vessie. Donc là, il n'y a pas trop de doute. On va prélever, on a ce fameux liquide jaune citrin et vous voyez, on jette sur notre microscope. C'est pas très cellulaire, il y a quelques neutrophiles et surtout les caractéristiques de l'épanchement, une densité assez haute et pas mal de protéines. Donc là, on est quand même inquiet un petit peu pour ce petit chat. Comme c'est un chaton et que la dame l'a pris auprès d'une association, on vérifie quand même le statut pour la leucose et le sida, qui est négatif, et on fait un premier bilan d'orientation. Alors, on va revenir sur ces points-là. C'est sur ce bilan, il reste important et c'est pas comme ça malheureusement qu'on aboutit au diagnostic de la PIF. Chez ce chat, on a peu d'indices. On a une légère hyperglobulinémie avec un rapport effectivement un petit peu abaissé pour le ratio albumine-globuline, mais effectivement, c'est plutôt des indices qu'on vient ajouter mais qui ne confirment pas encore la PIF. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe dans l'abdomen de ce chat. Et donc, effectivement, on retrouve des lésions d'inflammation un peu diffuses en plus de notre épanchement, avec des ganglions, vous voyez, qui sont tous un petit peu proéminents sans être énormes, et une rate de taille un petit peu augmentée que vous voyez à droite ici sur l'image d'échographie. Sur l'image de gauche, on voit bien ce triangle d'épanchement entre les lobes hépatiques avec notre estomac qui est juste à côté. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous faites très souvent, effectivement, on va ajouter un autre outil diagnostique à notre corde. Pour ce chat, ça va être la RT-PCR sur l'épanchement. Et donc là, vous voyez, on a une très grande quantité de virus dans l'épanchement, 9,2 10 puissance 2. On choisit d'utiliser une RT-PCR quantitative. Et donc, effectivement, là, on a assez de points pour dire que notre chat, effectivement, a bien développé une péritonite infectieuse féline. Alors tout d'abord, pourquoi on parle de forme humide? Là, vous voyez, c'est un chat malheureusement qui a été autopsié, c'est un cœur. On voit toutes ces taches blanches en surface, c'est des lésions de pyogranulome. Qu'est-ce qui se passe quand le virus va dans le tissu? Il fait vraiment ces lésions inflammatoires. On retrouve par l'immunohistochimie dont on parlait tout à l'heure la présence du virus dans les lésions. Et donc, c'est ces lésions inflammatoires, surtout si elles sont dans les vaisseaux, qui vont créer des vascularites et du coup, le passage de liquide, de la transudation. Alors, on a vu notre chat qui a fait une forme humide avec ses épanchements. Est-ce qu'effectivement, on trouve classiquement des indices? Alors, tous ne vont pas être systématiquement présents, mais effectivement, ce qui ressort de plusieurs études, hein, celle-ci est un petit peu ancienne, mais les données sont toujours d'actualité, les anomalies qu'on va avoir chez ces chats-là peuvent être très diverses. On peut avoir une lymphopénie,
On peut avoir une neutrophilie avec un virage à gauche, donc de très jeunes neutrophiles. On peut avoir des anémies modérées qui sont souvent inflammatoires et situation un peu nouvelle pour nous, on a plus en plus de cas d'anémie hémolytique, c'est-à-dire qu'on a vraiment des chats qui agglutinent avec des Coombs augmentés qu'on va devoir stabiliser avec, en plus du traitement de la PIF, des immunomodulateurs. Alors, il faut faire attention en fonction de vos machines. La neutrophilie avec le virage à gauche, parfois, elles peuvent être mal comptées et passer pour des lymphocytoses. Donc, n'hésitez pas à faire des frottis sanguins. C'est vraiment assez fréquent, vu que ces machines utilisent aussi le volume des cellules que, effectivement, et la densité des noyaux, que effectivement, des jeunes neutrophiles soient mal décomptés. Un point un peu atypique pour la maladie de la PIF, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on rencontre souvent des microcytoses, donc un VGM bas, qu'il y ait une anémie ou non. Donc si vous avez un chat qui a de la fièvre, qui a un peu d'épanchement et que vous voyez cette microcytose, bah, ça peut être une petite puce à l'oreille qu'effectivement, il y a peut-être une PIF cachée là-dessous. Sur la biochimie, de la même manière, on peut aussi rechercher des indices. Alors, vous connaissez bien l'hyperprotidémie, l'hyperglobulinémie. C'est dans près de 9 cas sur 10. L'albumine, elle, peut être dans la norme. On peut avoir juste les globulines qui augmentent, mais parfois elle peut baisser, surtout s'il y a beaucoup d'épanchement. Donc, cette hyperglobulinémie, c'est assez classique. On aura plutôt, si on fait une électrophorèse, un profil monoclonal, mais ça peut arriver qu'on ait aussi des profils polyclonaux, pardon. Donc là aussi, effectivement, on peut avoir des situations parfois frustrantes. L'électrophorèse peut parfois être piégeuse. En ce qui concerne les paramètres hépatiques, vous voyez leurs modifications, leurs variations peuvent être un petit peu non prévisibles. Donc vous voyez qu'en tout cas, les PAL sont le paramètre hépatique qui va être le moins modifié en cas de situation de péritonite infectieuse féline. Un petit peu comme l'indice de la microcytose, l'hyperbilirubinémie isolée chez un chat itérique et que votre biochimie est subnormale ou qu'il n'y a pas d'anémie, pensez très fort à la PIF. Néanmoins, ce n'est pas du tout spécifique et une autre situation fréquente qu'on peut avoir, ça peut être en tout cas le phénomène septique. Donc sur un sepsis, un chat peut avoir une bilirubine augmentée sans autre signe et donc effectivement, toujours faire attention à votre diagnostic différentiel. Donc, en ce qui concerne la mesure des globulines et ce fameux rapport albumine sur globuline, vous voyez, même sur les machines IDEX, ça nous sort déjà le ratio, on n'a plus besoin de le calculer. Est-ce que c'est très utile ou pas? Alors, ça va dépendre un peu de la situation autour de vous et on va plutôt s'en servir comme un outil d'exclusion. C'est-à-dire que si le ratio albumine sur globuline est supérieur à 0,6, c'est très peu probable que le chat ait la péritonite infectieuse féline. C'est d'autant plus on va dire, spécifique que, effectivement, vous avez peu de cas de péritonite infectieuse féline dans votre clientèle. Si le ratio va être abaissé, effectivement, on peut augmenter notre suspicion de PIF, mais ça reste un outil d'orientation. De la même manière, les protéines d'inflammation, donc le SA, la sérum amyloïde A ou l'alpha-glycoprotéine, sont des protéines inflammatoires qui vont pouvoir être augmentées en situation de péritonite infectieuse féline, mais ce ne sont pas des marqueurs spécifiques. Donc, en fonction du laboratoire avec lequel vous travaillez, ils vont pouvoir donner des valeurs seuil où la chance que ce soit associé à une maladie de PIF augmente. Néanmoins, vous allez devoir continuer votre chemin diagnostique. Alors, notre cas avait de l'épanchement. Comment l'exploiter? Vous l'avez vu très directement. On va pouvoir l'exploiter en clinique et faire de la cytologie. Donc, on n'est pas tous à l'aise, mais rien que le faire de voir un épanchement exsudatif sans grande quantité de cellules, ça peut déjà être un indice. C'est pas forcément quelque chose qu'on attendrait sur une péritonite septique, par exemple. Ne pas avoir de cristaux de bile, effectivement, ça permet d'écarter une péritonite biliaire, même si ça reste rare. Et donc, effectivement, ces caractéristiques vont être là aussi des indices à associer au cas. La sérologie, généralement, elle va être non recommandée. Beaucoup de chats vont avoir des anticorps. On l'a dit, c'est un virus qui circule énormément en chatterie, en collectivité. Et comme on l'a vu, la PIF humide est associée à des vascularites. L'anticorps va pouvoir passer du flux sanguin vers l'épanchement. Donc, on peut avoir un chat qui soit exposé au coronavirus par le passé, qui va avoir des anticorps dans son épanchement, sans que ce ne soit une PIF.
de manière certaine. L'outil qui va être le plus pertinent sur l'épanchement, ça va être la RT-PCR. On la qualifie d'un outil assez performant, donc on va avoir une sensibilité de détection assez bonne, de 70 à 100% en fonction des méthodes et des études qui ont utilisé ce test diagnostique. Là aussi, pourquoi elle serait positive? Parce que notre virus circule dans l'organisme et va pouvoir avoir quitté le sang ou une lésion et passer dans l'épanchement. Un autre test est souvent décrit, néanmoins il est très peu facile à mettre en place. On a tous, malheureusement ou heureusement pas d'acide acétique très concentré à la clinique. En tout cas, je vous le représente pourquoi? Parce qu'effectivement, lui aussi il a des défauts qui sont importants de savoir si vous l'utilisez. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une goutte d'épanchement dans une solution d'acide acétique, et effectivement, on va devoir voir, former cette espèce de goutte qui s'étire dans le liquide, ce qui est souvent associé à un contenu en protéines. Donc, comme on l'a dit précédemment, ce n'est pas un outil très spécifique et on peut avoir la même image qui se forme sur des épanchements septiques ou tumoraux comme le lymphome. Donc, effectivement, ça reste joli à voir. Malheureusement, ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir confirmer la péritonite infectieuse féline. Donc, on a fini notre retour un petit peu sur les formes humides. On va parler un petit peu plus des formes sèches un petit peu plus longtemps. C'est probablement les formes les plus compliquées à diagnostiquer, de par un petit peu tous les visages que peut prendre cette maladie. Donc, je vais vous présenter le cas de ce petit chat noir qui, lui, a déjà un statut FIV positif, donc un petit peu plus compliqué et malheureusement, enfin malgré tout, qui est plutôt en bonne forme jusque-là, assez en surpoids, on le voit. Là, ce qui inquiète les propriétaires, c'est un amaigrissement sans trouble digestif, le fait qu'ils perdent l'appétit et surtout une hyperthermie qui, elle, dure depuis 15 jours. L'hyperthermie est retrouvée en consultation et on est préoccupé car le chat a perdu 4 kilos depuis l'évolution des symptômes. Et il présente sinon des signes non spécifiques possiblement associés à son statut FIV, un pelage piqué, une gingivostomatite et des muqueuses qui apparaissent quand même un petit peu pâles mais sans ictère. Il ne paraît pas non plus normal, malheureusement, il est abattu. Il a du mal à se déplacer, néanmoins, il a toujours des mouvements volontaires sur les 4 membres, avec des placés proprioceptifs diminués. Donc, ce qui peut nous orienter quand même soit vers la faiblesse, mais le retard déplacé est quand même assez préoccupant, soit sur une atteinte intracrânienne. Donc, au bilan, on a ces signes neurologiques, cet amaigrissement, le statut d'hypertherme et de statut FIV. Donc, comme d'habitude, on s'oriente toujours par des tests un petit peu d'exploration générale, donc la réalisation d'un hémogramme et d'une biochimie notamment. Et donc là, déjà, pour ce petit chat qui présente de la fièvre, on a des anomalies importantes, d'anémie qui est modérée, associée à une leucocytose neutrophilique, une lymphocytose et une hyperglobulinémie là aussi. Dans le cas de ce chat, je ne vous parle pas des paramètres hépatiques, ils sont normaux, mais on retrouve une hyperbilirubinémie. Et là, effectivement, c'est déjà en parallèle d'un chat avec de la fièvre et des symptômes neurologiques, un petit indice qu'on va garder en tête pour penser à la péritonite infectieuse féline. On sent effectivement qu'on doit chercher sur ce terrain-là, le chat n'ayant pas d'abdomen distendu, on va chercher des lésions internes pouvant évoquer la PIF. On n'a pas trop envie d'anesthésier ce chat qui n'est pas très stable pour aller à un IRM par exemple, donc on va chercher des lésions de PIF. Le plus simple, c'est effectivement de chercher dans le ventre et bingo, on a quand même des choses qui nous paraissent assez inquiétantes. Là, vous voyez la vidéo de son rein. On passe de latéral à médial. Et donc, dans les choses qu'on peut noter, c'est une stéatite périphérique qui est très importante. On voit tout ce blanc. La présence d'un liseré périphérique hypoïcogène, qu'on voit particulièrement ici au bord, et quand même une perturbation de la structure rénale avec une atténuation de la jonction cortico-médulaire. Tout ça, ça invite quand même à vouloir échantillonner ce rein qui n'est pas normal. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vous rassure, ça peut être difficile. Les premiers prélèvements étaient très peu cellulaires et on a été frustrés parce qu'on a vraiment envie pour ce chat de croire à la PIF et les PCR étaient négatifs. On a quand même persisté et on a décidé de certes échantillonner le rein, mais aussi la deuxième fois le foie et la rate, puisqu'on sait que le virus peut diffuser partout et même si on n'a pas des lésions de taille
conséquente, on peut avoir des microgranulomes. Et donc effectivement, sur les résultats de cette ponction, on voit une inflammation macrophagique et neutrophilique diffuse dans ces organes qui nous va bien avec cette suspicion de PIF et une PCR qui revient positif sur des cellules prélevées sur cet organe. Donc comment on fait? On glisse juste l'aiguille de ponction. On va demander à l'imageur de rincer notre aiguille pour que ça emporte les centaines, les milliers de cellules qui peuvent être dans le canal de l'aiguille. Tout ça, on envoie ça au laboratoire pour la RT-PCR. Donc c'est comme ça que sans histologie, sans ouvrir l'abdomen, on arrive à faire nos RT-PCR d'organes. Ça peut être fait sur n'importe quel organe. Si on avait une masse dans le poumon, on pourrait aussi ponctionner la masse dans le poumon. Donc là, on est assez soulagé. On arrive au diagnostic de PIF sur notre chat sans faire d'anesthésie générale sur ce chat qui n'est pas très stable. Donc, est-ce qu'au final, on a eu de la chance ou qu'on voit souvent des lésions à l'échographie de PIF? C'est quand même assez fréquent. Vous voyez, alors ça reste un recueil sur 25 chats, mais 80% d'entre eux avaient des modifications ganglionnaires, 80% pareil sur le foie. De manière un peu moins attendue, on va dire 68% à des lésions intestinales. Alors, est-ce que c'est des co-affections qui avaient vraiment des lésions d'entérite de PIF sur ces chats? Et ensuite, des lésions auxquelles on s'attend sur la rate ou sur le rein. Et donc, 92% des chats avaient au moins 2 organes modifiés par la PIF. Donc, ça reste un très bon examen d'orientation après nos bilans sanguins. Pour les formes un petit peu plus spécifiques, effectivement, rien que visuellement, on peut avoir des arguments pour penser à la PIF. Si on a des précipités dans la chambre intérieure, un hyphéma, un changement de couleur de l'iris, vous voyez ici sur ce chat où son œil droit a une rubéose, effectivement, on va pouvoir creuser un petit peu sur le côté de la PIF. Pour les formes neurologiques, les signes qui sont principalement rapportés vont être de l'ataxie, des tremblements de la tête, des phénomènes d'hyperesthésie, des crises convulsives ou simplement des changements de comportement. Donc, en discutant de toutes ces possibilités, vous voyez qu'on peut avoir souvent des formes mixtes. On a dans nos têtes la forme humide, la forme sèche, un peu compliquée, mais on a des chats qui peuvent un peu évoluer de l'une à l'autre. Des chats qui font des formes sèches intra-abdominales qui vont développer des signes neurologiques, par exemple. Un des points communs, ça va être effectivement l'hyperbilirubinémie qu'on a évoqué tout à l'heure, à bien garder en tête, l'hyperthermie bien sûr, l'hyperglobulinémie, la présence d'épanchement. Parfois, on peut avoir un chat qui a une forme sèche, mais une discrète lame d'épanchement abdominale, et bien sûr les adénopathies. Bien sûr, nous, on aime bien creuser un peu dans la littérature et donc il y a des cas vraiment atypiques que je vous partage ici, qui sont intéressants de connaître parce que, on peut tous un jour en rencontrer. Donc vous avez des chats qui peuvent avoir présenté des fragilités cutanées, des lésions de nodules, comme vous voyez sur ce chat au milieu, ou à droite, une image de scanner d'un chat qui avait un kyste médiastinal qui s'est avéré un granulome et positif pour la PIF. On a déjà rencontré à 2 reprises cette forme ici à l'hôpital. Enfin, on parlait des lésions digestives à l'échographie, des formes d'entérite granulomateuses sont décrites ou des formes pulmonaires, on va revenir sur ce point-là. En effet, pour cette année, les nouveautés un petit peu dans la littérature à connaître sont la meilleure description de la forme pulmonaire. On connaît très bien la forme où le chat va avoir un épanchement de PIF, mais on s'intéresse un peu moins souvent parce qu'on le voit moins aussi derrière l'épanchement à ce qui se passe dans les poumons. Mais vous avez plusieurs articles. Donc, un premier de pathologie qui décrit les lésions histologiques sur une soixantaine de cas de chats, donc avec des pleurésies ou des pneumonies. Et un article qui décrit plutôt les lésions radiographiques, sachant qu'ils ont vraiment mis en évidence un lien entre la sévérité radiographique et ce qui était retrouvé à l'histologie. Et donc, vous voyez qu'en plus de l'épanchement pleural qu'on connaît mieux, il existe d'autres formes pulmonaires qui peuvent avoir des aspects très mixtes, bronchiques, péribronchiques ou alvéolaires. Donc à garder en tête si vous pouvez rencontrer parfois des chats avec ces formes-là, donc ils peuvent avoir des présentations qui évoqueraient une maladie respiratoire chronique, mais parfois des indices avec une hyperglobulinémie. L'autre forme qui fait aussi un petit peu sujet d'actualité, c'est les formes cardiaques, où effectivement on isole de plus en plus des myocardites avec des épanchements péricardiques confirmés positifs pour le virus induisant la PIF. Et effectivement, ce cas clinique, donc vous voyez l'image du cœur avec tous ces pyogranulomes à la surface.
Donc, si on fait un petit retour sur les examens diagnostiques, parfois on peut s'y perdre un petit peu. Alors, c'est sûr que la forme neurologique, plus on va avoir d'informations sur le système neurologique, plus on va pouvoir renforcer ou pas notre suspicion de PIF. Les lésions les plus rencontrées à l'IRM vont être l'hydrocéphalie, avec parfois une obstruction suspectée des ventricules, la syringomyélie, et tout ça peut aboutir à une hernie du foramen par le foramen magnum. Ce qu'il faut faire attention avec l'IRM, c'est si on a cette situation-là, parfois, il peut y avoir un risque à faire la ponction de LCR en voie haute. Si on l'a fait, effectivement, on va avoir des résultats modifiés avec une augmentation des protéines dans le LCR, une augmentation de la cellularité, on va dépasser les 8 cellules. L'utilisation du taux d'anticorps dans le LCR, elle va être utilisée par certains cliniciens. On suspecte quand même que, un peu comme on aurait le mécanisme dans l'épanchement abdominal, ça ne représente pas une production liquide, locale dans le système nerveux, mais plus un passage depuis le sang. Donc il y a sans doute un intérêt à essayer de comparer par rapport au titre sérique. En tout cas, la sérologie seule dans le LCR n'est pas forcément recommandée. Plutôt privilégier les PCR. Donc, comme on le disait avant, le risque d'herniation est élevé, et donc il est recommandé de faire une imagerie avant la ponction de LCR, si bien sûr elle est accessible. Et l'autre point, c'est qu'il a été décrit des cas avec une ponction de LCR normale sur des chats atteints de PIF qui présentaient des signes neurologiques. Donc là aussi, parfois, on peut avoir des cas un petit peu compliqués. Quel type de PCR utiliser? Parfois, c'est une question qu'on peut se poser, puisque en gros, il existe deux grands types de PCR. On va pouvoir utiliser la PCR quantitative, rechercher une quantité de virus, et les mutations. Alors, ça va dépendre un petit peu de leur interprétation au final. On l'a dit, le virus sous sa forme entérique peut circuler partout et une PCR quantitative ne va pas discerner le coronavirus muté de la PIF ou le virus entérique. C'est pourquoi, si on utilise cette PCR, il faut l'utiliser sur une lésion qui peut être attribuée à la PIF. On va revenir après sur l'utilisation sur le sang ou sur les selles. Si on utilise une PCR qui détecte une mutation, à ce moment-là, effectivement, on est un peu plus convaincu que ce soit le virus muté qui soit repéré. Néanmoins, il existe quand même certains cas où des chats sains ou non atteints de PIF ont eu des PCR positives. Donc effectivement, le principal conseil, ça reste de faire ces PCR sur des lésions compatibles avec la PIF et non pas sur un liquide biologique. En ce qui concerne l'œil, une étude intéressante a montré, pour des chats atteints d'uveites seuls où la suspicion de PIF était faible, qu'ils retrouvaient peu la mutation. Et donc, il peut être suspecté que des chats atteints d'uveites seuls peuvent être porteurs et avoir du virus dans l'œil qui ne soit pas le virus de la PIF. Ils retrouvaient plus souvent des virus mutés sur des chats qui avaient vraiment un tableau complet de PIF. Et donc, effectivement, peut-être qu'on pourrait avoir un intérêt plus marqué à utiliser ces virus, ces PCR recherchant une mutation pour être un peu plus certain qu'on n'a pas juste une dissémination du virus entérique, en tout cas sur les cas un petit peu difficiles. Donc on en parlait, est-ce que la RT-PCR quantitative sur le sang, c'est un bon outil? On peut être assez tenté, hein, imaginons on n'a pas accès à l'échographie, on n'est pas très confortable à glisser une aiguille dans un organe qui présente des lésions, effectivement, on a dû centrer facilement, ça peut être assez confortable de se dire qu'on va demander la PCR sur le sang. Oui, mais le fait qu'on utilise ces PCR, on l'a dit, la PCR quantitative, on peut avoir une circulation du virus non muté et on suspecte aussi potentiellement un manque de sensibilité sur les cas de PIF, car la charge virale pendant la phase d'infection, elle peut être très variable et parfois elle peut être faible. Donc, en tout cas, dans cet article de 2019, ce qui était recommandé, c'était effectivement plutôt de privilégier les RT-PCR sur lésions dans les organes et pas la PCR sur sang, au risque soit d'avoir un surdiagnostic si notre chat a un virus entérique qui circule, soit d'avoir un test négatif alors que notre chat a vraiment une péritonite infectieuse féline. Donc attention en fonction de la disponibilité des examens que vous pouvez proposer à ces PCR sur sang. Qu'est-ce qui en est de la sérologie? On l'a dit tout à l'heure, ça reste un examen là aussi qui est imparfait. On peut éventuellement s'en servir comme test d'exclusion si notre chat n'a pas d'anticorps pour penser que la PIF est peu probable, mais il peut arriver
s'il y a une charge virale importante, on ait des liaisons anticorps et virus qui fait que notre sérologie soit aussi basse ou non détectable. Donc c'est aussi un examen qui a des défauts et qualités qui fait qu'il faut probablement privilégier des tests plus performants. Donc voilà un petit peu pour la partie diagnostic et on va, si vous êtes d'accord, passer à la partie traitement. Donc vous le savez tous, hein, jusqu'à peu, la PIF était un diagnostic auquel on était un petit peu, face auquel on était un petit peu démunis, puisque voilà ce qu'on pouvait lire dans la littérature, plus ou moins ancienne, une maladie mortelle, survie de 9 mois. Donc ça restait très très frustrant quand on diagnostiquait cette maladie. Il y a pas mal de molécules qui ont été essayées hein, dans des catégories thérapeutiques très variables. Vous avez sans doute connu toute cette période avec l'utilisation de la cortisone, d'antifongiques, de stimulants de l'immunité, mais avec des résultats qui étaient très, très frustrants. Ce qui nous sauve la mise dans cette maladie, c'est le développement de la classe des antiviraux, notamment bien sûr grâce à la médecine humaine et à l'arrivée du sida, qui a permis un petit peu de booster ces recherches-là. Et donc, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on utilise l'antiviral dont on va parler un petit peu plus maintenant. Donc, notamment le remdesivir, qui est utilisé en médecine humaine pour son action en voie injectable, avec une demi-vie qui est plutôt courte et qui a été utilisée et étudiée pour différentes maladies comme l'hépatite C et le virus Ebola. On va parler un petit peu plus de son dérivé, qui est le GS441524, qui est un analogue de l'adénoside et qui est en fait une prodrogue qui, elle, va avoir une durée de vie bien plus longue, de 24 heures, et qui va être administrée par voie orale. Son effet, vous le voyez ici sur ce petit schéma, ça va inhiber la transcription de l'ARN sans effet toxique sur la cellule, mais aboutir au fait que, effectivement, on va inhiber la reproduction du virus. Quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à ça c'est grâce à une équipe aux États-Unis, donc celle du professeur Pedersen, qui a commencé à utiliser le GS par voie injectable à 4 mg par kilo, pour des durées de traitement de plusieurs semaines sur des formes de PIF assez standardisées, non oculaires, non neurologiques. Donc c'était assez ciblé comme population, mais qui a déjà montré, vous voyez sur ces chats, des durées de survie de 12 à 44 semaines. Donc ça a été effectivement le grand pied à l'étrier pour utiliser cette molécule. S'en est suivi, de par tous ces travaux, l'apparition sur le marché noir de diverses formes de voies injectables de cette molécule-là. Et effectivement, déjà, certains chats qui pouvaient être sauvés grâce à cet antiviral. Néanmoins, cette utilisation non contrôlée avait plusieurs conséquences. Déjà sur la qualité du produit, est-ce qu'on injectait le bon produit? Quelle était sa dose? Est-ce qu'il y avait une toxicité possible? Et aussi sur le contrôle, est-ce que on allait voir apparaître des résistances, vu on peut voir émerger parfois certains mutants viraux avec l'effet sur l'ARN dans la réplication. L'autre problématique, c'est qu'on ne contrôlait pas du tout les effets secondaires. On ne savait pas s'ils étaient liés à la molécule ou à la manière dont elle était fabriquée. Donc, vous voyez, sur ce report de cas d'utilisation de molécules du marché noir, des chats qui présentaient des signes de douleur, des infections, des saignements. Donc maintenant, effectivement, on a une alternative légale qui permet d'utiliser ce produit, qui n'a pas d'AMM disponible, néanmoins qui permet, par le biais d'une préparation individuelle, l'accès à ce médicament-là. Et donc notamment le laboratoire France PrEP qui va préparer une solution buvable qui a déjà été utilisée dans un grand nombre de situations cliniques dans d'autres pays du fait qu'elle ait été disponible plus précocement. Donc, est-ce qu'on a le droit de passer par ce biais-là? Oui, puisqu'on va passer par des structures organisées donc, qui vont nous permettre d'obtenir un droit de délivrance par ce biais-là qui va avoir toutes les répercussions réglementaires dont on pourra refaire le point avec notamment Sébastien. Il y a néanmoins certaines contraintes. On ne peut pas commander à l'avance le médicament, ça doit rester une prescription individuelle et une fois qu'on a un diagnostic de certitude. L'ordonnance doit aussi être assez standardisée d'une manière classique, hein, toujours avec les coordonnées du propriétaire, la description du chat, son identification et effectivement la durée du traitement mentionnée et la dose nécessaire pour le traitement du chat.
Ça reste, même si c'est un médicament de préparatoire, un médicament qui est sujet à la pharmacovigilance. Et donc, on va voir, c'est des données qu'on commence à acquérir, mais il ne faut pas hésiter à faire remonter, comme pour tout médicament, les potentiels effets secondaires qui pourraient être observés. Donc, par le biais de France PrEP, voilà les informations qui peuvent être obtenues. Donc, une fiche d'utilisation du médicament, comment il doit être conservé, donc une conservation qui est assez longue, de 3 mois à température ambiante, et les précautions d'utilisation qui y sont associées. Étant donné que la PIF est une maladie évolutive, et que le chat se stabilise sous traitement, le signe le plus positif qu'on peut voir, c'est la prise de poids. Et donc ce qui reste accessible, par le biais de France PrEP, c'est cet outil pour, prévoir, le budget et du coup le nombre de flacons de doses, nécessaires pour le chat, qui permet d'ajuster sa dose de traitement au fur et à mesure de la prise en charge. Donc au final, quelle dose de traitement on va utiliser? La dose va varier en fonction de la présentation de la maladie. La dose la plus haute devant être utilisée pour les formes neurologiques. On est à 20 mg par kilo par jour, souvent conseillé en 2 prises, et les dosages les plus bas pour les formes plus classiques, type forme humide. Ça reste des points inconnus, c'est-à-dire que, bah, bien sûr, malheureusement, cette maladie et sa prise en charge étant récente, il n'y a pas eu des tests de doses sur toutes les doses possibles et imaginables. Mais effectivement, ce qui reste recommandé, c'est de ne pas dépasser 20 mg par kilo et par jour. Comment donner le traitement? L'absorption va dépendre d'un chat à l'autre. C'est plutôt idéal de le donner plutôt à jeun. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication à donner en 2 prises par jour. C'est sûr que ça peut être un peu plus contraignant pour les chats qui parfois sont difficiles à médiquer. Est-ce qu'il existe un dosage thérapeutique pour être sûr que le chat absorbe le traitement? Malheureusement, non. Certaines universités l'utilisent à but d'étude, et donc on ne peut pas écarter dans le futur, peut-être on aura accès, un peu comme le dosage de la cyclosporinémie, à ces dosages de traitement, notamment pour explorer les formes qui échapperaient au traitement. Donc vous connaissez tous le protocole qui s'étale sur à peu près 85 jours. Ce qui est intéressant depuis l'année dernière, c'est qu'on a une autre équipe suisse qui a travaillé sur un protocole un petit peu plus court et qui a traité 20 chats atteints de PIF sur un protocole moitié plus court, 42 jours, et 20 autres chats sur un protocole de nurie classique. Donc vous voyez ici les données qu'ils ont obtenues, qui sont très intéressants. Vous voyez donc toujours en groupe rouge les chats traités sur la durée courte, et les chats dans le groupe bleu sur la durée plus classique. Et vous voyez qu'en termes d'évolution des symptômes, les choses se sont faites dans la même cinétique. Donc au final, pour qui on pourrait envisager ces traitements? Potentiellement pour toutes les formes, mais c'est sûr que ça resterait avec l'accord des propriétaires, avec une surveillance très étroite, et surtout pour les propriétaires où on a un problème de budget qui pourrait parfois faire qu'ils ne puissent pas envisager de traiter les chats. Et il y a encore peu de données à part cette étude sur cette durée plus courte. Il reste conseillé pour l'instant de rester sur le traitement de 80 jours, mais ça reste une alternative pour les problèmes de budget, pour optimiser le traitement de ces chats. Quid de la forme injectable? En France, elle reste toujours inaccessible. Et donc même si elle était disponible sur le marché noir et que parfois une transition était faite d'abord sur les phases injectables quand le chat n'était pas stable, puis orale, c'est pas quelque chose qu'on recommande actuellement. La forme orale est bien absorbée, même chez les patients qui sont pas très stables. On l'a expérimenté aussi sur des chats qui avaient une forme neurologique ou qui étaient très animés, et ça n'a pas empêché qu'ils absorbent la voie orale. Quelle évolution on peut attendre après la mise en place du traitement? Vous voyez sur cette petite illustration, ce qui va évoluer plus vite, c'est le comportement et l'appétit, généralement sous 48 heures, ainsi que la normalisation de la température. Les épanchements, eux, peuvent mettre un petit peu plus longtemps à disparaître. Souvent, après 48 heures, on voit qu'ils ralentissent en termes de production, mais ça peut prendre jusqu'à 15 jours. En ce qui concerne les ganglions, eux, ils peuvent mettre beaucoup de temps à se modifier en taille, et parfois ils peuvent même persister à être augmentés, même malgré le traitement. En ce qui concerne les données sanguines, l'augmentation de l'albumine peut être progressive et se fait généralement sous quelques semaines, moins d'un mois. La diminution des globulines peut être très lente, voire même peut persister.
L'anémie, généralement, elle aussi évolue dans le mois, ainsi que la lymphopénie. En ce qui concerne la réponse, sur la charge virale, alors c'est pas quelque chose qu'on va recommander de suivre, de traquer, forcément la charge virale, surtout si la clinique du chat s'améliore et que les premiers données hémato-biochimiques sont bons. Mais parfois, sur certains propriétaires, stressés, ça peut être des informations qui vous demandez. Vous voyez qu'en termes de sérologie, il y a peu d'intérêt puisque les chats persistent avec un taux, d'anticorps assez haut. Néanmoins, pour là aussi les résultats de PCR, on va avoir des résultats variables. La plupart des chats négatifs, leur RT-PCR sang et sel, mais vous voyez, il y a des chats qui, bien que guéris, peuvent toujours un peu excréter, probablement aussi des formes entériques, on ne sait pas vraiment. Donc effectivement, attention à ces tests qui peuvent parfois inquiéter plus les propriétaires. Est-ce qu'on peut rencontrer des échecs? Bien sûr. Parfois, en termes de reprise de poids, il ne faut pas hésiter à bien aussi suivre le poids, on l'a dit, par rapport à un chat qui répondrait et qui aurait besoin d'un ajustement de dose. Ça peut être une cause d'échec de traitement. On est resté sur la dose du chat au diagnostic et on n'a pas fait évoluer la dose administrée par voie orale au chat. Parfois, ça reste possible, hein, on n'a pas 100 de réussite avec le GS, même si on approche 85-90 sur des chats où on a des maladies très avancées, on peut les perdre malheureusement et qu'il n'y ait pas une réponse à l'antiviral assez malheureusement significative. En ce qui concerne les formes neurologiques, pas oublier d'associer d'autres traitements si notre chat convulse, bien sûr, à utiliser aussi un antiépileptique. Notamment, on va privilégier l'évétiracétam pour son métabolisme plus facile, notamment par rapport au foie. Parfois, des microdoses de cortisone si vraiment on a des signes d'encéphalite très prononcés. En ce qui concerne l'atteinte oculaire, là aussi, pour la gestion de la douleur ou de l'uvéite, on peut avoir besoin d'une thérapie locale. Bien sûr, après, si notre chat est anorexique, hypertherme, a beaucoup d'épanchements, a de la stéatite, ben, on va vouloir perfuser ce chat, gérer sa douleur, avoir une réalimentation précoce en passant par des sondes d'alimentation ou soulager le chat de l'épanchement s'il a un épanchement abdominal très important qui comprime un petit peu son thorax. On l'a dit au tout début de présentation, faire attention aux anémies, surtout si elles n'évoluent pas favorablement, que notre bilirubine reste augmentée. On voit de plus en plus, de manière isolée, des cas d'anémie hémolytique, probablement à médiation immunitaire secondaire, qui ont parfois nécessité une transfusion du chat ou l'utilisation d'immunomodulateurs pour rompre ce phénomène d'agglutination, de visualisation des massifs fantômes, etc., etc. Enfin, est-ce qu'on a toujours un intérêt à utiliser les immunostimulants? Ça reste difficile de dire. On n'avait pas beaucoup eu d'effets dans l'utilisation avant l'apparition du GS. Difficile de dire s'il ferait encore la donne dans la prise en charge de ces chats. Peut-on changer la dose? Oui, bien sûr. Si le chat, on suspecte qu'il y ait une mauvaise réponse, on sait qu'il a une maladie digestive, par exemple, qui pourrait entamer l'absorption du GS par voie digestive, ou on l'a dit sur les formes complexes, d'emblée déjà, un neurologique, on l'a dit, c'est 20 mg par kilo par jour. Mais effectivement, si le chat a une mauvaise réponse au traitement, on va voir après, ça peut être une indication. On l'a dit, on est très content de l'arrivée du GS, hein, puisqu'on a réellement changé la donne pour ces chats en restant en légalité, avec un taux de réponse de plus de 85%, et éventuellement une rechute possible, mais qui reste très rare. C'est moins de 10% des cas, et souvent c'est après l'arrêt du traitement et non pas en cours de protocole. Est-ce qu'on peut prédire qui vont être ces chats? On sait que les chats jeunes répondent mieux et probablement qu'à un âge plus âgé ou des formes compliquées neurologiques ou oculaires sont quand même des facteurs négatifs pour prévenir la rechute. Donc vous voyez, c'est des données qu'on connaissait déjà de ces études où en plus des signes neurologiques, l'âge avancé ou une mauvaise reprise de l'appétit ou une persistance d'hyperthermie était aussi associé à un moins bon taux de survie. Est-ce que notre antiviral, pardon, enlève tous les virus dans l'organisme? C'est un case report qui est intéressant puisque même si ce chat est décédé d'une autre cause que la PIF, un accident, on a pu voir si le chat, après son protocole de traitement, avait éliminé totalement le virus et aucune lésion induite par la PIF ou une charge virale n'avait été détectée pour ce chat ni en recherche virale, ni en immunohistochimie. Donc c'est
vraiment un traitement qui révolutionne la prise en charge de la péritonite féline. On arrive à la fin. Quel suivi minimal recommandé une fois que vous avez diagnostiqué votre PIF, que vous avez traité votre chat? On va déjà, bien sûr, suivre un petit peu le chat sans forcément l'examiner, mais au moins vérifier qu'il reprend l'appétit, que la température est toujours bien contrôlée. Ça peut être parfois sur les premiers jours, juste des nouvelles téléphoniques. Mais très rapidement, on va être aussi rassuré de vérifier les principales anomalies induites par la PIF, qu'elles se normalisent. Donc, ce qu'on va recommander, c'est une évaluation du poids, de l'hémogramme, au moins de la protidémie et de la bilirubinémie si elle était modifiée. Parfois, l'utilisation effectivement des protéines de l'inflammation, comme l'AGP, va être utile. Et donc, le suivi minimal, surtout si votre propriétaire a un budget restreint, ça va être 2 semaines après la mise en place du traitement et autour de 4 à 6 semaines. À distance, bien sûr, à mi-chemin et idéalement à la fin, on va refaire ce même bilan. Et donc là, effectivement, ne pas s'inquiéter si on a une hyperglobulinémie ou une adénopathie qui persiste, c'est des choses qu'on connaît. Qu'est-ce qui se passe après? Là aussi, idéalement, 4 semaines après l'arrêt du traitement, on va refaire un petit check-up, vérifier que les anomalies ne réapparaissent pas. Et après, c'est un petit peu le mystère. On n'a pas encore beaucoup de chats, en tout cas de données d'études à grand nombre qui nous permettent de savoir quel suivi proposer. Mais c'est sûr que si on doit être raisonnable, probablement que faire un bilan au moins tous les 3 mois serait probablement une échéance idéale. Parmi les effets secondaires, on l'a dit, on doit faire remonter la pharmacovigilance. Ont été rapportées des variations d'enzymes hépatiques pour un tiers des chats, mais le plus souvent non symptomatiques, une éosinophilie et une lymphocytose. Avec les formes injectables, on pouvait avoir une douleur locale. Et vous voyez ici pour un autre antiviral des oreilles pliées, mais c'est une molécule auquel on n'a pas accès ici. Et enfin, plus récemment, des cristaux urinaires qui, effectivement, pouvaient être associés à des symptômes de dysurie. Pourquoi? Parce que ce médicament peut être éliminé par voie urinaire. En cas de rechute, on l'a dit, première chose, voir si on n'a pas un problème d'absorption, d'administration, de dose par rapport au poids. Et ça va être effectivement d'augmenter légèrement la dose de traitement jusqu'à 20 mg/kg par jour, pas plus. Si la rechute a lieu après la fin du traitement, généralement, on va le reprendre, bien sûr. Si on est à une prise par jour, passer éventuellement en 2 prises par jour. Là, pour une durée, on ne sait pas trop. C'est difficile de répondre. On n'a pas beaucoup de ces situations-là décrites sur un grand nombre de chats. Au moins jusqu'à normalisation des anomalies qui nous avaient préoccupés, c'est certain. Et après, se posera la question, est-ce que dans le futur, on aura d'autres traitements antiviraux à notre disposition? Donc, pour faire effectivement le bilan de cette présentation, vous l'avez vu, le diagnostic, on le maîtrise mieux, mais il y a toujours parfois des cas un peu compliqués où on peut avoir des problèmes d'échantillonnage ou des PCR qui reviennent négatives alors qu'on a vraiment cette forte suspicion et donc il ne faut pas hésiter à renouveler des examens. Le pronostic, il reste dépendant de la forme clinique, mais on a vraiment changé notre gestion de cette maladie avec l'arrivée du GS 4415-24, pardon. Et donc, ça reste une molécule qu'on doit continuer à apprivoiser, mais on commence un peu plus à savoir comment l'utiliser et bien garder en tête qu'il faut quand même avoir un bon usage de cette molécule pour préserver son utilisation dans le futur. Voilà, quelques petites diapos qui sont accessibles par le biais de l'association Féline sur toutes les anomalies associées à la PIF et puis effectivement tout ce qu'on a discuté pour notre suivi des petits chats atteints de PIF. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Elisabeth. Félicitations. Beau débit, hein, bravo. Franchement, Il y a beaucoup de choses à dire. tu nous as impressionnés. Donc, si ça a été un petit peu rapide, ne vous inquiétez pas, la présentation est enregistrée. Elle sera disponible sur notre espace de formation. Donc, vous pouvez la regarder par la suite. Bien évidemment, on reste à votre disposition si vous avez des questions. Et j'ai une question dans le chat. On me demande, est-il possible qu'un jeune chat en bonne forme, sans hyperthermie et sans perte de poids, fasse une PIF avec une uvéite isolée comme seul symptôme? Alors oui, ça reste possible. Après, il faut être ouvert effectivement à d'autres possibilités. Comme je l'ai dit rapidement, c'est vrai qu'on a encore une dernière étude cette année où on montre possiblement que si jamais on fait la recherche par RT-PCR sur l'humeur aqueuse, on peut avoir
une charge virale, se poser la question, surtout si c'est un jeune chat, est-ce que c'est juste une circulation bénigne de virus, coronavirus? Donc il faut rester ouvert, effectivement, faire vraiment un examen ophtalmologique complet. Est-ce qu'il y a que de l'uvéite? Est-ce qu'il y a une choriorétinite? Est-ce que effectivement on peut envisager d'autres causes, un lymphome ou d'autres maladies pyogranumateuses. Donc là aussi, effectivement, difficile d'être. Ça existe, mais là aussi, on doit rester ouvert à d'autres possibilités et conforter ce diagnostic. Donc, cytologie sur l'humeur aqueuse et vérifier quand même par un bilan général qu'il n'y ait pas de FIV, de FELV ou éventuellement d'autres lésions quand même qui pourraient nous confirmer conforter sur la piste d'une PIF avec toutes les anomalies sanguines qu'on connaît ou de l'imagerie médicale. Merci Elisabeth. Une question pour l'équipe de France Prep, s'ils arrivent à mettre leur micro. Est-ce que vous allez sortir une forme de GS en comprimé? Alors, la forme de GS en comprimé existe, il y a une formulation chez Bova qui existe dans différents pays anglo-saxons. Nous mettrons à disposition, mais pas pour le moment les comprimés. Si je peux me permettre en retour, donc la formulation existe. Si je peux me permettre en retour de cette question, pour vous, vétérinaire, donc c'est un peu pour Elisabeth aussi et Sébastien, quel est l'intérêt de la forme comprimée? On se posait la question notamment par rapport à la présentation que Bova propose dans les pays anglo-saxons, par rapport à une suspension buvable. Alors, je vais peut-être commencer après si la personne Oui. qui a posé la question veut donner son avis. Parfois, le goût, même si un arôme peut quand même déranger les chats et qu'ils se mettent à saliver beaucoup, ça peut faire paniquer un peu les propriétaires. Ou parfois, c'est la problématique du volume. Ils vont avoir du mal à faire que le chat ingère la quantité totale. Ou parfois, c'est juste qu'ils ne sont pas confortés avec le liquide et ils préfèrent cacher un cachet dans quelque chose et le mettre au fond de la bouche. Donc, ça dépend vraiment de la facilité du propriétaire à médiquer son chat et aussi du caractère du chat. Parfois, sur un chat pas très sympathique, c'est plus court de mettre le cachet dans la bouche et partir en courant que de se battre à laisser une seringue dans la bouche. Je vois que la réponse est identique. Donc, merci pour votre retour parce que ça, effectivement, ça va nous inciter à continuer le développement de la forme comprimée chez France Prep. Ouais, alors je compléterai. L'avantage de la solution buvable, c'est qu'on adapte les doses quand même beaucoup plus facilement. On C'est est sûr. beaucoup plus précis sur les doses. Donc certes, c'est peut-être moins facile à administrer, mais d'un point de vue pharmacologique, je pense qu'il faut privilégier la forme orale, ne serait-ce Bien que sûr. pour avoir une meilleure dose en milligrammes kilo. C'est ce que dit Steph qui avait posé la question. Certains propriétaires n'arrivent pas à donner la forme buvable. Il faut de tout pour les chats. Oui, effectivement, plus on a un arsenal thérapeutique étendu, mieux c'est. Mais attention justement à cette adaptation de dose, notamment en cas de rechute, pour être sûr de pouvoir augmenter les doses correctement. J'ai une autre question sur une des thématiques qui t'est chère aussi, Elisabeth. Quelles mesures prendre pour le risque contagieux si autre chat en clinique, si hospitalisé? Alors, c'est sûr que j'avais une petite diapo, je pourrais la joindre dans le PowerPoint si on le diffuse. La charge, enfin l'expression virale pendant la phase où le chat est clinique de la PIF n'est pas systématique dans les selles. Donc, c'est sûr que même si pour le propriétaire à la maison, s'il a un autre chat, idéalement, c'est d'isoler le chat. Alors après, quand le chat nous arrive, souvent il a déjà cohabité plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec l'autre chat ou les autres chats de la maisonnée. Et donc, en termes de risque pour les autres chats d'avoir été exposés, c'est souvent déjà le cas. Si c'est le chat entrant qui a apporté le coronavirus dans le domicile familial. Et donc, le risque que le chat développe une mutation revient sur les chiffres qu'on connaît un peu basal. Et en tout cas, il n'y a rien qui est montré qu'un chat qui excrète le virus sous sa forme coronavirus va forcément directement transmettre la PIF avec le virus muté. Donc, c'est plus des mesures de précaution, que ce soit à la clinique ou à la maison qu'on va recommander. Et de manière générale, par rapport à un chat malade qui peut avoir de la fièvre, etc. Par contre, ne pas les mettre en contagieux. Le cas de contagieux, il est souvent plus à risque pour le chat atteint de la PIF parce que vous allez avoir un typhus ou vous allez avoir eu un autre agent infectieux alors que votre chat qui a la PIF, il a son système immunitaire qui est fragilisé. Et donc, c'est des chats qu'il faut mieux laisser en chatterie, mais avec des mesures barrières, donc port de gants,
bonne hygiène, ne pas utiliser les mêmes gamelles pour les autres chats en les variant tous les jours, mais garder tout le temps de l'hospitalisation du chat, sa vaisselle, sa litière, et après faire un bon nettoyage, un bon vide sanitaire de la cage. Merci. Je vois que Sylvie, tu as activé ton micro. Tu as une question? On a perdu Sylvie. On a perdu Sylvie. Non, vous m'entendez? Non. Ah oui. Oui, oui, on t'entend, Sylvie. Excusez-moi, je ne savais pas que mon micro était activé. Je suis désolée. Du coup, C'est pas grave. Pardon. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions complémentaires. Moi, je profite de vous avoir tous sous la main pour vous signaler qu'avec France Prep, on va lancer un essai, une étude rétrospective sur l'utilisation du GS, sous forme d'un petit questionnaire pour voir l'efficacité et l'innocuité du produit. Donc, je reviendrai vers vous très rapidement avec ce questionnaire et cette étude. Si vous souhaitez y participer, bien évidemment, plus vous serez nombreux, plus on aura de cas, plus on pourra voir un petit peu comment vont s'organiser le suivi des chats, puisque comme l'a dit Elisabeth, le GS est relativement récent et on n'a pas encore beaucoup de recul sur son utilisation, notamment sur la durée de traitement avec des protocoles courts. Donc on va essayer d'améliorer les choses. Alors il y a Sébastien qui nous pose une question. A-t-on des infos sur la forme de pif mutée et transmissible? J'ai le message qui arrive en même temps, pardon. Qui est apparu à Chypre. Un cas aurait été reporté en Angleterre. Non, je n'ai pas plus d'informations. Après, c'est sûr que la problématique est celle des sauvetages d'animaux. C'est sûr que effectivement, le risque d'apporter des animaux fragiles de ces pays-là, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes virus qui circulent. Et donc, effectivement, s'il y a un virus, une forme de coronavirus un peu plus agressive, ou là, effectivement, on voit des cas d'anémie hémolytique, est-ce que c'est quelque chose qui est lié au mutant viral? On ne sait pas trop. Mais non, désolé, j'ai pas plus d'informations sur ce point-là. Ok. Alors, il y a une question de Clara. Est-ce qu'on a le droit de marger sur les préparations qu'on fait ou alors faut-il donner l'ordonnance directement au propriétaire? Je vous laisse répondre, Nathalie et Florence. Oui, ben, effectivement, nous, quand on vous envoie, vous nous commandez une préparation, on vous indique un prix, le prix qu'on vous facture et on vous indique un prix public conseillé, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec ce prix public qui englobe bien évidemment votre marge. Vous pouvez diminuer ou augmenter votre marge. Euh, et vous pouvez aussi laisser l'ordonnance au propriétaire pour qu'il commande directement auprès de nous, auprès de notre confrère parisien, sa solution de GS. Donc ça, c'est au choix du vétérinaire. On vous rappelle qu'au niveau de la réglementation, vous êtes censé normalement délivrer, tant que l'ordonnance de mars 2022 ne sera pas publiée, enfin elle est publiée mais ne sera pas passée au niveau du vote, vous êtes censé délivrer au moment de votre exercice médical, c'est-à-dire pendant une consultation ou une hospitalisation. Donc, pour GS, il n'y a pas trop de questions par rapport à ça. Les deux sont tout à fait possibles puisque vous avez vu, Elisabeth vous a expliqué le nombre de visites de suivi. C'est tout le long du traitement, les 84 jours de traitement, vous avez des visites de suivi. Donc, vous aurez l'occasion d'être en consultation et donc en usage professionnel à chaque fois que vous aurez à prescrire le renouvellement de la préparation du traitement. J'espère avoir été claire. Je pense que oui, Florence. Voilà, Clara nous dit que c'était très clair. Effectivement, les deux possibilités, soit c'est vous qui sous-traitez la réalisation de la préparation à France Prep. France Prep vous envoie le produit et c'est vous qui le délivrez au client. Soit le propriétaire repart avec son ordonnance, il va dans n'importe quelle pharmacie de France et la pharmacie la commande à France Prep, cela fait livrer la pharmacie et c'est la pharmacie qui délivre. Donc les deux sont tout à fait envisageables. C'est vous qui choisissez. Rien n'empêche le pharmacien d'aussi appliquer sa marge sur le produit. Donc, je pense que l'option de le délivrer par vous-même, ça vous permet d'avoir un meilleur suivi et un meilleur contrôle de l'animal. Mais réglementairement, les deux sont possibles.
La troisième possibilité, pardon, c'est que le patient, enfin le propriétaire de l'animal, nous contacte aussi directement parce qu'on est aussi une pharmacie d'officine, donc on a le droit de délivrer en direct au patient. Mais nous, on ne le fait que si jamais vous leur donnez l'ordonnance. Bien sûr, on ne va pas squeezer le vétérinaire, c'est au vétérinaire de choisir avant toute chose s'il désire faire sa marge justement et nous sous-traiter ou s'il envoie le propriétaire soit dans une pharmacie, soit en direct chez nous. On a une adresse mail pour nous contacter et bientôt, on va avoir un espace patient pour que les propriétaires d'animaux puissent nous commander en direct sur un espace sécurisé et paiement en ligne, bien sûr. Voilà. Donc ça va venir d'ici la fin du mois. Ça, c'est ce qu'on appelle le colisage. Donc, c'est un détournement de la réglementation sur les animaux de rente, mais qui est légal. Et la seule contrainte, c'est qu'il faut un délai maximum de 10 jours entre la prescription et la délivrance. Donc, le renouvellement ne sera pas possible dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Elisabeth, pour Florence, pour Nathalie Donc, visiblement, je ne vois pas de questions dans le chat. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté aussi nombreux à cette présentation. Bravo Elisabeth, hein, franchement, c'était une très belle présentation qui était très claire et qui nous a permis d'apprendre plein de bonnes choses. Ah, on me demande des précautions pour les humains. Est-ce qu'il faut mettre des gants quand on administre le produit? On n'a pas cette recommandation-là. Non. On n'a pas l'obligation de cette recommandation-là. Hein, c'est la seringue après chaque administration, utilisation. Et voilà. Et bien fermer le flacon, température ambiante, 90 jours de stabilité. Ouais. Donc effectivement, hein, comme le dit Nathalie, c'est important de bien rincer la seringue et de ne pas la remettre telle quelle dans le flacon ou à côté. Entre chaque prise, bien rincer la seringue pour des questions d'hygiène, mais sinon le risque pour l'humain, pour l'instant, il n'est pas décrit. Donc peut-être que si vous avez le Covid, vous pouvez essayer de lécher la seringue, ça peut peut-être être efficace aussi, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que vous savez si le groupe Facebook continue les suivis malgré la nouvelle possibilité de délivrance par nous? Et, vous parlez, Clara, des groupes Facebook de marché noir, j'imagine. Je pense. Je sais qu'il y a des propriétaires qui voulaient absolument un forme injectable, qui sont en contact avec ces sphères-là, donc je suppose que oui, malheureusement. Oui, comme on l'a dit en introduction, hein, il y a pas mal de fausses informations qui circulent sur les forums d'éleveurs ou sur Facebook. Mais attention, hein, le risque est quand même important. Au niveau mondial, un médicament sur 3 vendu sur Internet est une contrefaçon. Donc, si vous commandez sur Internet, vous avez une chance sur 3 que de vous retrouver avec un produit sous-dosé ou avec des métabolites. Le fait de garantir une qualité pharmaceutique, c'est quand même une meilleure garantie d'efficacité du traitement et de non-toxicité pour l'animal. Il y a eu des études, de fait, des analyses de produits du marché noir et on atteint un niveau de non-conformité qui frôle les 100% sur les dosages. Voilà, donc Clara dit qu'ils ont pas mal de technicité dans le domaine, il faut qu'on soit formé. C'est le but aujourd'hui, effectivement, de vous former et d'avoir le bon discours auprès de vos propriétaires. Il y a Laura qui me propose de prévoir des pipettes d'avance pour l'administration du produit. Oui. Sur les pipettes, oui, on peut mettre plusieurs pipettes sans aucun souci. C'est déjà le cas d'ailleurs, notamment avec les petits dosages. C'est ça, Marine? C'est ça, Ouais. oui. On met plusieurs pipettes, en fait. Oui, parce qu'apparemment, il y a des problèmes de flacons qui se sont désolidarisés. Le petit caoutchouc noir n'était pas hyper résistant. Donc, Ça, je pense pas que ça doit. C'est pas de chez nous, ça. D'accord. Voilà. Nos bouchons, c'est pas. Caoutchouc noir? Non, le caoutchouc noir, tu sais, quand tu presses la seringue, à l'intérieur de la seringue, je pense que c'est ça que Laura veut dire. Et oui. À nous faire remonter, et évidemment, on vous en renvoie. Après, dans toute officine, ou même chez vous, je pense qu'on peut l'avoir pour. Oui, mais après, vous aurez des seringues effectivement adaptées par rapport à la pose prescrite. Donc, n'hésitez pas, on vous le fait partir dans la journée et vous l'avez. Oui, sans problème. Ok, merci pour ces détails techniques. avec plaisir. Voilà, vous assurez le service après-vente, c'est très bien.
Et oui, oui, merci Bien. encore Elisabeth et Sébastien pour l'organisation. Franchement, Et le bravo. respect du timing, bravo. Ah, Hein. C'est pas évident, bravo Elisabeth. Hein. Voilà, oui. Et on a énormément de demandes, effectivement, de formation. Donc, voilà, rien que d'être plus de 60 sur un créneau comme ça, entre midi et deux, ça illustre très, très bien l'intérêt. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Ouais. À Et, bientôt. et merci à Magali aussi pour avoir assuré le suivi, l'animation, la publicité. Franchement, bravo Magali également. Ouais. Eh bien, merci à tous. On va s'arrêter là pour ce midi. On va vous laisser retourner à vos consultations. Ne voyez pas trop de pifs cet après-midi. Hein. C'est pas parce que vous avez eu le séminaire que vous allez avoir que des pifs présentes, mais en tout cas, maintenant vous savez vers qui vous tournez et puis vous avez plus de notions pour le diagnostic. Voilà, merci à tous et à Merci. très bientôt pour un prochain webinaire. À Merci. bientôt. Bonne journée à tous.